18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Marhaba 2025, l'opération démarre sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi. En ce jour 1 d'accueil, l'affluence est bel et bien au rendez-vous. Exemple dans deux structures à Tanger et Casablanca où les équipes multidisciplinaires de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont à pied d'œuvre. Délai de paiement, l'Observatoire ad hoc a tenu aujourd'hui sa 7e réunion à Rabat. Le constat est imparable, les délais affichent des progrès notables, secteurs privé et public confondus. La tendance globale positive amorcée depuis 2018 se confirme. Football en amical, les Lions de l'Atlas ont battu les écureuils béninois. La sélection marocaine a arraché la victoire sur le score de 1-0. Retour sur la performance d'une formation largement remaniée par le coach national. Bonsoir. Sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'opération Marhaba a démarré aujourd'hui au niveau des 20 structures portuaires et aéroportuaires du Royaume. Pour accueillir nos concitoyens, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a mis en place un dispositif d'accueil important. Exemple au port Tanger Med et à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. C'est un reportage de Danissa Boumehdi, Saïd Najeh, Leila Asli avec Nisril Hamdawi. Port Tanger Med. Les premiers navires transportant les ressortissants marocains résidant à l'étranger commencent à jeter l'ancre en ce jour du lancement de l'opération Marhaba 2025. Tout sourire, les premiers passagers foulent le sol du Maroc. Impatients d'humer l'air de leur pays d'origine et de retrouver les leurs en cette période de vacances d'été. Tout s'est bien passé. Nous sommes venus depuis l'Italie, passer les vacances d'été avec nos parents. Le transit a été fluide. La traversée s'est bien déroulée. Nous vivons en Italie. Avant d'arriver au Maroc, nous avons marqué une petite escale en Espagne. Tout se passe bien. Le dispositif Marhaba nous facilite toute formalité. Tout se passe bien, pas de temps d'attente, ce qui est excellent. Le dispositif Marhaba a été activé à minuit. Pour répondre au mieux au flux des Marocains du monde, l'offre de transport maritime de passagers entre le Maroc et le sud de l'Europe a été renforcée, avec à la clé 29 navires mobilisés sur 12 lignes maritimes. L'idée est d'assurer jusqu'à 520 rotations hebdomadaires avec une capacité de transport d'environ 500 000 passagers et 130 000 voitures par semaine. La mobilisation des différents acteurs de la Fondation Mohamed V pour la solidarité est visible également sur d'autres points d'accueil, comme ici à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. L'accompagnement des passagers se fait dès les premières étapes du voyage. Lors de cette première phase de l'opération Marhaba, plus de 35 assistantes sociales sont ici actives, en plus des différents cadres médicaux et paramédicaux mobilisés pour l'opération. L'objectif est que Marhaba se passe dans les meilleures conditions et que la fluidité soit au rendez-vous. Cette année, la 25e édition de Marhaba apporte son lot de nouveautés, principalement dans les points d'accueil mis en place au niveau des aéroports. L'édition de cette année est toujours sur les hautes instructions royales du souverain, est marquée par l'ouverture de deux nouveaux espaces d'accueil Marhaba au niveau des aéroports de Dakhla et de Laayoune. Cela pour couvrir davantage le territoire national et surtout pour accompagner les flux croissants au niveau de ces points d'arrivée, ce qui porte à 26 le nombre total donc d'espaces d'accueil Marhaba au niveau du Maroc, dans les ports, les aéroports, les aires de repos et dans les ports d'Almeria, Algeciras, Motril en Espagne, Sète et Marseille en France et Gênes en Italie. Un bon accueil des Marocains résidant à l'étranger à l'entrée du pays d'origine promet un séjour agréable en famille ou avec les amis. Voilà pourquoi la Fondation Mohamed V pour la solidarité veille au grain,
à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 septembre prochain, afin de répondre aux attentes des Marocains du monde en cette période de vacances. Parlons économie et focus sur une problématique qui épuise depuis des années le tissu économique national, les délais de paiement. Le point a été fait ce matin lors de la 7e réunion de l'Observatoire des délais de paiement, présidé par la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah. La réunion a permis de faire le constat d'une nette amélioration de ces délais, secteurs publics et privés confondus. Iman Slaoui, Amina Mouri et Iman Ablou. Une 7e réunion du genre d'un organisme qui fait ses preuves, l'Observatoire des délais de paiement. Depuis son lancement en 2018, il a pour mission d'effectuer des analyses et études fondées sur les statistiques relatives aux pratiques des entreprises en matière de délais de paiement. Cette nouvelle réunion s'inscrit dans le sillage d'un nouveau dispositif de sanctions à l'encontre des retards de paiement, entré en vigueur en juillet 2023. Depuis, les résultats sont au rendez-vous. L'amélioration des délais de paiement est un grand chantier qui a pour objectif de soutenir les liquidités et les capacités financières des entreprises publiques et privées, en particulier les PME. Il était donc nécessaire pour le gouvernement d'adhérer à cet effort en vue d'améliorer les délais de paiement. Les statistiques présentées lors de cette réunion montrent clairement l'amélioration de ces délais grâce aux mesures prises par le gouvernement et à leur tête, la loi 69-21 qui a mis en place un dispositif coercitif en vue d'évaluer et pénaliser les entreprises qui accusent des retards de paiement avec à la clé des amendes pécuniaires. C'était à la 7e réunion de l'Observatoire des délais de paiement, présidée par Madame la ministre des Finances. C'était l'occasion de faire le point sur l'entrée en vigueur de la loi 69-21, qui est entrée en vigueur en 3 étapes. D'abord pour les grandes entreprises en 2023, puis pour les moyennes entreprises en 2024 et pour les petites entreprises depuis le 1er janvier 2025. Et nous observons que les délais de paiement interentreprises diminuent, ce qui va dans le bon sens. En 2024, la moyenne des délais de paiement déclarés par l'ensemble des établissements et entreprises publiques a atteint 31 jours, soit une baisse de 3,8 jours par rapport à une année plus tôt. Place à présent à ces révélations accablantes relayées par une enquête américaine. Elle met à nu les liens avérés de l'entité fantoche du Polisario avec le terrorisme international. L'enquête réalisée par le think tank américain The Center for the National Interest révèle au grand jour la menace de ce mouvement séparatiste sur la stabilité régionale et la sécurité internationale. Les développements avec Sophia Fekrout. Une enquête et plusieurs révélations. Avec des preuves accablantes, The Center for the National Interest dévoile des liens avérés entre le mouvement séparatiste et des réseaux terroristes internationaux. Les détails sont accablants et des connexions troubles, des convergences d'intérêts opaques et des alliances inquiétantes. Des révélations qui tirent la sonnette d'alarme sur les dangers que représente le Polisario, non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour la sécurité mondiale. Ces révélations devraient interpeller la communauté internationale, d'autant plus qu'elles sont faites par un des plus prestigieux think tanks américains. Fondé en 1994 par l'ancien président Richard Nixon, The Center for the National Interest promeut une approche réaliste des relations internationales et publie la revue The National Interest, qui analyse les enjeux stratégiques mondiaux. Au-delà de l'enquête, ce sont de nombreuses voix qui s'élèvent aux États-Unis et ailleurs pour alerter la communauté internationale et appeler à une reconsidération globale de la nature réelle du mouvement séparatiste en tant que vecteur potentiel de déstabilisation régionale. Un début d'été sous la pluie sur le Moyen Atlas et le Rif. Des averses orageuses localement fortes, comprises entre 15 et 25 mm, balayeront jusqu'à 21h ce soir les provinces de Taza, Sfro, El Hajeb, Ifrane. Une instabilité qui devra également déborder vers Al-Husseima, Gersif, Nifra et Khmissat. Chutes de grêle et rafales de vent sont également de la partie dans ces provinces.
Dans le monde, l'actualité dominée par ces images à Gaza où les habitants de plusieurs quartiers dans le nord de la bande palestinienne ont été appelés à évacuer immédiatement au sud vers des abris. Les forces israéliennes lancent cet avertissement en disant répondre fermement à tout acte terroriste ou toute attaque à la roquette. La spirale de violence israélienne se perpétue en Cisjordanie occupée. Le nord de ce territoire palestinien a été tôt ce matin théâtre d'une vaste opération militaire israélienne. La frappe a ciblé les alentours de la vieille ville de Naplouse, une zone densément peuplée. Le Croissant Rouge palestinien a déclaré avoir pris en charge au moins 27 blessés, la plupart pour inhalation de gaz lacrymogène. Au Soudan, les combats font rage et avec eux la famine. Près de 25 millions de Soudanais souffrent d'une insécurité alimentaire grave. Une crise humanitaire qui se fait d'autant plus sentir au sud de Khartoum, où plusieurs zones sont menacées par 2 niveaux sévères de faim. C'est le cas à Jebel Aoulia, à environ 40 km de la capitale, où les besoins en eau, en vivres et en soins de santé sont immenses. Le programme alimentaire mondial alerte contre un haut risque de famine et exhorte la communauté internationale à agir immédiatement pour répondre aux besoins élémentaires de la population, notamment les besoins en nourriture. Retour chez nous et un mot de football pour parler de cette belle prestation des Lions de l'Atlas hier face aux écureuils béninois. La sélection marocaine s'est imposée par 1-0 en amical. L'unique réalisation du 11 national est l'œuvre d'Ayoub El Kabi à la 47e minute de jeu. Ayoub El Kabi, auteur d'un retourné acrobatique juste avant la pause de la première mi-temps. Et au-delà du score, c'est un match à valeur de test pour le collectif désigné par le coach Walid Regragui, un collectif qui comprend plusieurs jeunes joueurs appelés à prendre leur marque au plus haut niveau. Le banc de touche a d'ailleurs montré de belles promesses hier. Écoutons cette réaction post-match de Walid Regragui. Lorsque tu procèdes à des changements de joueurs à un timing critique, la tâche s'annonce difficile pour les joueurs, car quand ils entrent dans le match, ils n'ont pas de connexion. Les remaniements ont inévitablement un impact sur la performance globale. Pour la nouvelle défense, nous avons Yamik, Zakaria El Wahdi, Blamri, Massina. Nous avons essayé de faire un mix. Les connexions sont différentes du match qui nous a opposés à la Tunisie. Mais lorsque tu joues des matchs amicaux, il faut savoir exactement quand prendre des risques. Ce match était l'occasion pour nous d'évaluer le niveau de nos joueurs. Direction à présent l'Oriental où la cueillette de l'abricot bat son plein. La culture de cet arbre fruitier prospère depuis quelques mois, résultat du climat frais et d'une pluviométrie bien répartie. Des conditions climatiques parfaites pour la fructification, nous le verrons au niveau des exploitations de Tsaourirt où la récolte s'annonce juteuse. De quoi répondre à la demande sur les marchés nationaux et internationaux. Rachid Latsabi et Maria Ouata. L'abricot de Tsaourirt, une variété à la peau moelleuse et sucrée naturellement, fait la renommée de la région. Pourtant, la culture est exigeante car elle requiert un juste équilibre des besoins en eau et des sols bien drainés. Et avec son climat tempéré, Tsaourirt apparaît comme le lieu idéal à la floraison et à la récolte. Cette année, la récolte d'abricots est satisfaisante car les précipitations de ces derniers mois ont aidé le fruit à bien mûrir sans pour autant l'endommager.
La culture de cette variété d'abricots débute en début d'année, dès les premiers jours du mois de janvier et de février. C'est durant cette période précisément qu'il faut prendre soin du bourgeon sur lequel l'arbre prend racine. D'ailleurs, pour que la floraison puisse avoir lieu, il faut que la terre soit bien fertile, qu'il y ait de l'eau en quantité suffisante. Il faut donc procéder par étapes avec du temps et de la patience. Si la plantation de l'abricotier intervient en début d'hiver, la récolte, elle, a lieu entre mi-juin et mi-juillet, et dès le mois d'avril pour la variété la plus précoce, appelée Maui. D'ailleurs, si l'abricotier commence à donner des fruits dès la 3e année, il n'empêche qu'il faut entre 8 et 10 ans pour récolter 100 kilos à l'hectare. Je vois une récolte très sérieuse, une sélection de la récolte sur l'arbre, un passage en plusieurs fois, 3 ou 4 passages pour vraiment sélectionner à chaque fois les abricots qui sont mûrs pour la production. Donc c'est très impressionnant. Donc un très beau chantier de récolte. Riche de ses unités de valorisation, la région de Tiahuirirt produit des fruits d'exception dont on raffole à l'étranger. La moitié de sa récolte est destinée à l'exportation. Et voilà, c'était la page de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Almoula.